On accueille en direct Hubert Lenoy qui est avec nous. Je vous vois, oui, vous êtes là en direct. Vous faites partie des étudiants qui manifestent ce matin devant Sciences Po. Pour bien comprendre les choses, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques secondes vos revendications ? Alors nous, à Sciences Po, il y a énormément de personnes qui sont choquées par ce qui se passe à Gaza, par le massacre en cours. Une majorité des professeurs, des chercheurs, des étudiants. Et donc, on veut entamer un dialogue avec la direction parce qu'on n'est pas satisfait de la réponse que donne la direction. Contrairement à ce que vous avez dit, nos revendications, elles sont assez simples et je vais essayer d'être clair. Premièrement, on voudrait que la direction organise un temps d'échange avec les différentes communautés de Sciences Po pour qu'on discute de ce qui se passe là-bas. Ensuite, on voudrait non pas un boycott, on voudrait simplement un examen des partenariats de Sciences Po avec les universités et les entreprises qui soutiennent idéologiquement ou financièrement les génocides. Pour nous, c'est pas possible que notre université soit associée à des personnes comme celle-là. Alors je vous vois hésiter. Le problème c'est que il y a toujours des mots et voilà qui vont choquer et qui choquent à nouveau Laurent Neumann. Il y a une minute de silence. Alors on vous retrouvera dans un instant. Il y a toujours ce mot-là. Bon, j'allais le dire là maintenant à Hubert Lenoy, mais on le reprendra dans un instant. Ce mot de génocide. Oui, c'est la limite de ces slogans ou de cette rhétorique. Que l'on soit choqué à 20 ans par les crimes, par les morts de civils à Gaza, mais c'est parfaitement digne, noble, légitime, etc. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est d'être tout aussi choqué par les civils qui ont été tués le 7 octobre, les civils israéliens. Mais l'emploi du mot génocide, il est factuellement et juridiquement hors de propos. Il est même scandaleux, pardon de le dire. À l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, on a évoqué un risque génocidaire. Personne n'a jamais parlé de génocide et employer ce mot-là, c'est factuellement faux et juridiquement erroné. Bon, on retrouvera, voilà, la minute de silence est visiblement terminée. Normalement, Hubert Lenoy est avec nous à nouveau. Vous entendez ce qu'on était en train de dire, ce qu'était en train de dire Laurent Neumann, qui vous dit factuellement, juridiquement, c'est faux. On ne peut pas parler de génocide. Non mais moi, ce qui est scandaleux surtout, c'est le deux poids deux mesures. Et je vais essayer d'être beaucoup plus clair que le monsieur du CRIF qui parlait juste avant. Évidemment qu'on condamne les attaques sur les civils du 7 octobre. Évidemment qu'on veut la libération des otages et qu'on veut une résolution pacifique. Évidemment qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. Mais toutes ces résolutions-là, si de l'autre côté, on ne lutte pas contre l'islamophobie, qu'on ne demande pas un cessez-le-feu, qu'on ne lutte pas contre le racisme, alors ça reste des vœux pieux hypocrites. Et donc nous, on est très clair là-dessus. On demande la paix pour tous les civils. Mais pour qu'il y ait la paix pour tous les civils, il faut que le peuple palestinien puisse disposer de lui-même et donc qu'il y ait une solution à deux États. Donc nous on est très clair, nos revendications vis-à-vis de l'administration aussi sont très claires. On veut qu'un dialogue soit engagé, on a demandé une discussion, on a eu des CRS. Ensuite, on veut que les partenariats soient examinés. Et enfin, on veut que l'administration protège les étudiants qui s'engagent pour le peuple palestinien. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une répression qui s'abat, qu'il y a du harcèlement et que la direction ne fait rien. Nous, on veut ouvrir un dialogue. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on va mettre pression pour que ce dialogue ait lieu. Et c'est pour ça qu'on est devant la Sciences Po aujourd'hui et qu'une majorité d'étudiants nous soutient. Laurent Neumann. Hubert Lenoy, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous opposent que le 7 octobre, ou plus exactement le 8 octobre, le 9 octobre, dans les jours qui ont suivi, vous n'avez pas, au nom de la paix que vous défendez, occupé les locaux de Sciences Po et manifesté pour défendre vos idées? Alors, ce qui se passe, c'est qu'après le 7 octobre, l'administration a pris ses dispositions, tout comme après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'administration avait réagi en 24 heures pour l'Ukraine. Pour le 7 octobre, il y a une minute de silence qui a été respectée. On trouve ça très bien. Nous, on demande qu'il y ait une continuité maintenant dans l'engagement pacifiste de l'école. Et on est contre ce deux poids deux mesures. On veut que le silence cesse, que l'administration, que la direction dise ce qui se passe à Gaza, organise des temps d'échange et de commémoration, des minutes de silence pour les victimes là-bas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ce deux poids deux mesures, il est insupportable. Et évidemment qu'on est aussi choqué par l'antisémitisme et par le massacre des civils. Le deux poids deux mesures, aujourd'hui, on a 33 000 victimes civiles à Gaza. Il faut agir. Le deux poids deux mesures, si vous m'autorisez, c'est justement ce que l'on vous oppose. On voyait à l'antenne il y a quelques instants des photos brandies, et ils en ont le droit, par des étudiants qui manifestent devant Sciences Po. Je le répète, certains vous rétorquent qu'on ne vous a pas vu brandir des photos d'otages au lendemain du 7 octobre.
Mais parce que, comme je vous dis, il y a un deux poids deux mesures, et autant c'est bien que l'administration, que la direction parle sur le massacre des civils israéliens, autant le silence sur ce qui se passe à Gaza, non seulement depuis le 7 octobre, les 33 000 victimes civiles, mais depuis 75 ans la colonisation, ça c'est inacceptable. Et donc c'est pour ça que nous on prend la parole là-dessus. Ensuite vous dites vous le deux poids deux mesures, mais moi je suis très clair, moi je suis comme beaucoup d'étudiants de Sciences Po, on est choqués par les massacres qui ont lieu, on ne veut pas que les civils israéliens soient massacrés, mais on veut aussi que le peuple palestinien accède à un État et soit protégé par le droit international. Aujourd'hui c'est pas le cas, le droit international est violé, Israël mène un génocide à Gaza et nous on s'y oppose. Hubert Lenoy, ce que vous êtes en train de faire, ce blocage, il fait réagir évidemment les téléspectateurs de BFM TV ce matin. On a des messages qui nous arrivent, et notamment un message que je voulais vous lire. Alors je n'ai qu'une initiale, c'est D qui vous dit et qui nous dit: bonjour, comment en France on peut encore bloquer une université pour quelque motif que ce soit, et comment le gouvernement peut-il laisser faire ça? Sur la méthode, pourquoi bloquer, pourquoi empêcher les étudiants d'aller étudier aujourd'hui? Alors bonjour D, moi j'ai envie de vous répondre pourquoi en France, dans une fac de sciences politiques, quand les étudiants demandent un dialogue, pourquoi on leur envoie la police? Pourquoi la seule réponse dans une école qui est censée former les futurs acteurs de la démocratie, la seule réponse qu'on a c'est une réponse sécuritaire? Et ben là, cette question-là, nous, on est choqués par ce qui se passe, et donc on organise une résistance pacifique, et on sera prêt à mettre en place tous les moyens, blocus, occupation, sit-in, qui sont pacifiques pour faire entendre notre voix. Voilà ma réponse. On préférait ne pas bloquer, mais aujourd'hui, ce qui bloque, c'est la direction qui refuse le dialogue. Alors attendez, je vais poursuivre ce dialogue entre le téléspectateur et vous, parce que je vais dire la suite du message, vous allez voir. D nous dit, et vous dit aussi d'une certaine manière, moi aussi, malgré le fait que je suis outré par le massacre du 7 octobre commis par le Hamas, je vois qu'Israël, alors c'est ce qu'il dit, profite du manque de réaction du reste du monde pour aussi massacrer les Palestiniens. C'est ce que nous disent téléspectateurs, mais il revient là-dessus en expliquant: les étudiants doivent étudier vu le prix qu'il coûte à la nation, plutôt que de dégrader les lieux d'études qu'on leur met à leur disposition. Elle est belle, la France. Alors effectivement la France elle est belle la France qui s'engage, l'école elle nous incite à nous engager. Peut-être que ce téléspectateur ne sait pas qu'il y a moins de 2 semaines, l'école a décidé une nouvelle raison d'être qui était comprendre son temps pour agir sur le monde. Et nous c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de s'éduquer mais aussi de s'engager. Et en face on a quoi? On a l'aveuglement d'une partie de la classe politique, et on a une volonté de rester indifférent et inactif. C'est choquant, c'est honteux, et nous on sera la jeunesse qui s'engage, et on est nombreux et nombreuses aujourd'hui pour le montrer. Encore une question, parce que ce qui se passe et les images que l'on voit là en direct, elles rappellent évidemment ce qui s'est passé ces derniers jours et ce qui se passe encore d'ailleurs sur des campus américains. Notamment, on a cité Columbia, on a cité Yale, on a des universités un peu partout aux États-Unis où il y a des manifestants pro-palestiniens. Si on peut voir les images dont on parle, dont je parle là, notamment sur Columbia où il y a eu des tensions. On voit ces tentes, là on est à New York, on voit ces tentes où Columbia donne jusqu'à ce soir aux étudiants pour lever le camp. Est-ce que vous êtes en train d'imiter ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Alors je pense que vous avez raison de souligner le caractère mondial, international de ce qui se passe. Il y a un grand mouvement de jeunesse, ça ne s'arrête pas qu'à Sciences Po évidemment, il y a énormément d'autres facs mobilisées, d'autres jeunes, et également aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Donc merci de souligner ça, effectivement, on sait qu'on est nombreux et nombreuses, qu'on n'est pas tout seul, et donc c'est pour ça qu'on continue à s'engager, et avec ces moyens d'action-là. Merci Hubert Lenoy d'avoir été en direct. Hubert Lenoy nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes étudiant à Sciences Po. Déjà, est-ce que vous participez à ce mouvement? Oui, j'y étais. Comme beaucoup de jeunes de Sciences Po, on se sent concernés. Il y a un mouvement de masse, majoritaire, parmi les professeurs, les chercheurs, les étudiants. Pas qu'à Paris, aussi dans d'autres campus, et même dans d'autres facs à Paris, à la Sorbonne, etc. Et donc nous, on se sent concernés, on était là. J'étais hier soir à l'occupation pacifique, qui s'est très bien déroulée, et j'étais ce matin également au blocage qu'il y a eu. Juste vous parlez, oui, vous dites j'allais revenir. Majoritaire, qu'est-ce qui vous permet de dire que ce mouvement est majoritaire? Mouvement de masse, oui. Bien sûr, alors il y a énormément de personnes qui sont concernées. Vous avez parlé, je crois tout à l'heure, qu'il y avait seulement 20 personnes qui auraient bloqué l'entrée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit connaissance Sciences Po. J'ai dit connaissance Sciences Po qu'il suffisait de 20 personnes pour bloquer l'entrée. D'accord, ok. Bon, tout est-il que là, ils n'étaient pas 20, ils étaient mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est majoritaire ce soir? Et bien, on est nombreux à le partager. Non, mais quand on dit majoritaire, c'est un fait. Tout à fait. Et ben, je pense que là, ce qu'on voit dans la rue, par exemple, cet engouement populaire, il y a plein d'étudiants de Sciences Po, mais pas que, qui sont venus. Ça montre que cette idée, elle est partagée et qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cela et qui ont rejoint nos rassemblements. Parce que là, aujourd'hui, vous n'êtes que 200 à 300, c'est ça? Alors là, devant dans la rue, il y a énormément de personnes qui nous ont rejoints, donc c'est compliqué de vous dire un chiffre. Après, dans les AG qu'on a organisés, on est environ 300, voire plus parfois. Et surtout, lors du blocage, on était près d'une centaine à rester dormir malgré les risques, malgré la répression. Et on est resté là. Et ce matin, on a eu le bonheur
d'être rejoints par d'autres étudiants, non seulement de Sciences Po, mais d'ailleurs aussi parce qu'ils se sentent concernés et parce qu'ils savent que quand on est jeune, on peut pas rester sans voix face à ce qui se passe à Gaza. Mais c'est vrai que les mots ont un sens. Vous parlez de mouvement de masse, de mouvement majoritaire. On a les images sous les yeux. Visiblement, il y aurait quelques centaines, à peu près 300 manifestants pro-palestiniens. On peut pas tout à fait parler d'un mouvement de masse. Non mais par contre, ce qui est majoritaire chez les jeunes, c'est le sentiment qu'on ne peut pas rester impuissant face à ce qui se passe à Gaza. Ensuite, c'est vrai, tout le monde n'est pas encore engagé. Mais ça, c'est notre travail à nous. On essaie de les faire nous rejoindre et ça marche de plus en plus et on s'en satisfait grâce aux différentes assos, grâce à Attac, grâce à Solidaire, Union étudiante et toutes les autres assos qui nous ont soutenus. Il y a un véritable front interasso et aussi interfac, puisque non seulement à Sciences Po, mais à la Sorbonne et encore, on en parlait tout à l'heure, aux États-Unis, à Yale, à Columbia, en Angleterre, on voit il y a un mouvement mondial, les jeunes se sentent concernés et ça, on espère vraiment que ça continue. Est-ce que vous le disiez, il y a des étudiants pro-israéliens qui se sont greffés au mouvement avec des pancartes qui concernaient notamment les otages. Est-ce que vous avez envie de discuter avec eux, de dialoguer avec eux? Est-ce que vous ne déplorez pas quand même qu'on en arrive à ça, à ce blocage, à des étudiants pourtant d'une école extrêmement prestigieuse qui devrait être capable de dialoguer avec l'autre, avec ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions et qui n'y arrivent pas visiblement? Alors moi j'ai du respect pour les personnes qui défendent la cause d'Israël et j'ai trop de respect finalement pour les assimilés aux fascistes qui sont venus cet après-midi rue Saint-Guillaume et qui étaient là pour en découdre avec les étudiants qui étaient réunis pacifiquement. Il y en a beaucoup, il y avait ceux pas qui seulement tenaient ça. des pancartes pour libérer les otages. Il y avait ça, mais il y avait aussi des personnes qui étaient là pour agresser, pour créer de la discorde. Et ce qu'on a surtout vu cet après-midi, je pense, c'est qu'il y avait d'un côté un camp résolument pacifique qui était là pour prôner l'humanisme, pour prôner la défense de ceux qui souffrent, et de l'autre côté d'autres personnes qui voulaient en découdre. Nous, on s'est pas laissé aller à ça. On a été pacifique depuis le début et on va continuer à être dans le cadre. C'est assez manichéen ce que vous dites parce que parmi les personnes qui voulaient plaider la cause israélienne, ce n'étaient pas tous des fachos qui étaient là cet après-midi. Ah non, bien sûr, mais c'est pour ça que je pense que c'est bien qu'il y ait des espaces de dialogue et des discussions. C'est ce que n'a pas permis l'administration jusque-là. Et donc là, ensuite, on a une instrumentalisation de personnes qui veulent finalement opposer, ce qui n'est pas le cas, un camp à un autre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une majorité de personnes qui soutiennent le peuple palestinien dans ce qu'il vit. Et il y a de l'autre côté des personnes qui ne sont pas d'accord et à l'extrême des personnes qui essayent de créer du chaos, de profiter de ce qui se passe pour alimenter leurs idées racistes et ça on ne laissera pas faire. En quoi l'administration n'a pas laissé le dialogue se faire? Je comprends pas. Alors l'administration par exemple elle n'a pas protégé les militants pour la Palestine, elle a engagé des poursuites contre eux. Elle n'a pas protégé. Là rien que cet après-midi il y a eu des menaces. Elle ne respecte pas le règlement intérieur. À un moment donné on ne va pas dire amen à tout. Alors, pas dire amen à tout si vous respectez pas le règlement. Il y a une demande de dialogue qui a été faite et ils l'ont fait. Et l'administration a répondu par la force à amener les CRS. Non. Pour qu'il y ait un dialogue possible. Et donc c'est dans ce cadre-là l'administration est allée parler. Un certain nombre d'étudiants sont sortis du 1 Saint-Thomas, vous le savez très bien, et il y en a qui sont restés. Alors et tout le problème c'est sur ceux qui sont restés. Il y a eu 150 forces de l'ordre mobilisées. Mais les étudiants, il y a bien eu une discussion entre l'administration et les étudiants. Vous pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas nier qu'il y en a eu. Vous pouvez pas nier qu'il y en a eu encore ce matin et que la réponse ça a été ah non on n'est pas d'accord, on va ajouter en plus des revendications et ensuite de dire au directeur mais vous devriez être d'accord avec tout ce qu'on vous dit. Le problème c'est que les promesses de discussion qu'il y a eu elles ont débouché derrière non pas sur des faits mais sur des menaces. On a ouvert le dialogue, on nous a envoyé les CRS. Donc vous comprenez bien que dans ce cadre-là, ce dialogue n'est pas possible. Ah oui mais l'administration vous a prévenu. Pour le rendre possible. L'administration vous a prévenu. L'administration vous a prévenu. Elle a dit si vous ne quittez pas les lieux, on va être obligé de faire appel à la force publique. Sauf que vous bloquez depuis cette nuit. Les CRS sont arrivés quoi depuis une heure ou une deux. Bonne heure et demie. Il y a quand même eu un laisser-faire. Il n'y a pas eu un laisser-faire. Je pense que les images de ils vous ont laissé bloquer illégalement une rue. À l'établissement. Non mais ils vous ont laissé bloquer illégalement une école et une rue. Et face à ceux qui utilisent de la force pour empêcher le dialogue, nous on assume d'utiliser la pression pour qu'il y ait un dialogue qui se crée et pour que nos trois revendications soient entendues. Justement, qu'est-ce que vous revendiquez? Quelles sont vos revendications? Le comité palestinien, en tout cas, revendique, je cite ce qui a été écrit, la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po, la fin des collaborations avec toutes les institutions ou entités jugées complices de l'oppression systémique du peuple palestinien, l'arrêt de la répression des voix pro-palestiniennes sur le campus. Donc concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Qu'est-ce qu'il faut que Sciences Po fasse? Alors, pour débloquer la situation, la direction devrait accéder à nos trois demandes. Vous l'avez dit, il y a une demande de dialogue, de discussion entre la direction, les enseignants, les chercheurs, les étudiants. Ça n'a pas eu lieu pour l'instant. Ensuite, on a formulé une demande d'examen des partenariats de Sciences Po. Aujourd'hui, Sciences Po est partenaire d'entreprises et d'universités qui parfois soutiennent idéologiquement ou financièrement le régime génocidaire israélien. Quelle université? Alors, il y a des universités en Israël avec lesquelles Sciences Po est partenaire. Alors, allons-y. Vous les avez notés? Il y en a 4.
4 ex-partenaires. Il y a l'université de Jérusalem, de Tel Aviv, la Reichman Université et la Ben-Gurion Université. Dans certaines de ces universités, il y a eu des partenariats entre l'armée et les chercheurs. S'il vous plaît, donc on s'arrête. Donc ça veut dire que une de vos revendications est de considérer que dans le cadre des échanges qui existent à Sciences Po ne doit plus accueillir d'étudiants israéliens qui viennent des universités de Jérusalem, des universités de Tel Aviv. Pas du tout. Mais c'est mécaniquement ce que ça fait. Pas du tout. Nous, on demande un examen parce que il y a une démarche d'honnêteté intellectuelle à Sciences Po qui fait que l'école ne devrait pas être en partenariat. Mais vous savez que avec, pas tous en même temps. avec des universités là-bas qui soutiennent l'apartheid et qui fournissent des armes idéologiques pour sa mise en place de l'apartheid et de la répression. Cela ne devrait pas avoir lieu. Donc c'est pour ça qu'on demande non pas un boycott, on demande un examen des partenariats. Quand il y a des entreprises partenaires ou des universités partenaires de Sciences Po qui soutiennent le génocide qui se passe là-bas, eh bien il est du devoir de l'école d'examiner cela et lorsque cela enfreint le droit international, de rompre les partenariats. On peut s'arrêter un instant sur le mot génocide parce que je crois qu'on le banalise dans les débats qu'on a autour de la question de ce qui se passe à Gaza. Je rappelle une fois encore et je le dis comme préalable que personne ici ne détourne les yeux de l'horreur de ce qui est en train d'arriver à Gaza avec un bilan qui fait état de plus de 35 000 morts, la crise humanitaire, génocide. Il y a eu une décision de la Cour internationale de justice qui parlait de la nécessité de se prémunir, d'aider les Palestiniens à se prémunir contre un risque plausible de génocide. La présidente de la Cour internationale de justice, il y a quelques jours, a pris la parole sur une télévision britannique, la BBC, pour expliquer que l'interprétation qui était faite de la décision qui avait été rendue à l'époque était en quelque sorte en décalage avec le rendu précis de cette décision. Qu'est-ce qui vous considérez qu'on peut dire comme ça, avec sans aucune précaution, qu'un génocide, c'est-à-dire la volonté délibérée de supprimer un peuple pour des raisons ethniques ou religieuses, que c'est ce qui est en train d'arriver à Gaza? Je pense que la précaution elle nous impose surtout quand il y a une population qui est affamée, qui est bombardée, qui est déplacée et qui peu à peu, après 75 ans de colonisation, est chassée de son territoire. La précaution nous impose de faire attention au risque des génocides qu'il y a. Et nous voulons qu'il y ait un génocide. Vous avez dit un génocide. Alors, c'est pour ça que vous voulez dire, et j'essaie d'être le plus nuancé possible. Bien sûr, dans ce que je dis là. Les instances de droit international ont parlé d'un risque de génocide. Pour nous, ce génocide, il est avéré. Il y a déjà 33 000 morts, 12 000 enfants morts. On essaie de faire disparaître la culture palestinienne et les Palestiniens de leur terre. Il faut que cela cesse. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu au plus vite. Alors, 34 000, je rappelle le chiffre donné par le ministère de la Santé à Gaza. Plus de 34 000 personnes tuées. Mais effectivement, c'est pas la même chose de parler de génocide. Là encore, les mots ont un sens et de risque génocidaire. Amnesty International parle de risque génocidaire, par exemple, et ne parle pas de génocide. Mais bien sûr, parce que le droit international est une arme pour se prémunir contre les génocides. Il est normal alors que ces organisations-là de droit international utilisent le mot de risque des génocides pour alerter. Je peux vous poser une autre question. En revanche, il y a d'autres faits qui montrent que c'est un génocide. Je peux vous poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ces scènes-là de mobilisation très forte de la communauté étudiante dans la foulée du 7 octobre? Parce que justement, suite au 7 octobre, comme suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, l'université a pris ses dispositions. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans les 24 heures, les partenariats avec les universités russes ont été rompus. Après le 7 octobre, une minute de silence a été accordée pour les victimes civiles israéliennes et c'est très bien. Mais maintenant, il faut pas que... Attendez, mais il y a eu aussi une minute de silence à Sciences Po pour les victimes civiles palestiniennes. Mais ce n'est pas, la direction ne voulait pas qu'elle ait lieu. Elle a refusé. Si, et c'est grâce à la mobilisation des étudiants qu'on a pu la mettre en place. Donc ça montre que mettre la pression, cela fonctionne. Ça venait pas de la direction. La direction n'a pas voulu. Institution de Sciences Po, le mail dans lequel on nous dit qu'il y aura bien une minute de silence pour les victimes à Gaza et les attentats terroristes perpétrés en Israël. Donc vous n'y êtes pas allé, c'est une chose. Maintenant dire qu'il n'y a pas eu, c'en est une autre. Quand cela a-t-il eu lieu 7 mois après le 28 mars. C'est honteux. Vous dites que ça arrivait trop tard. Mais évidemment, ça arrivait trop tard. Et heureusement que nous on l'organisait, qu'on était là et que finalement on a mis la pression et ça a fonctionné. Et que ça n'aurait pas eu lieu si vous n'aviez pas mis la pression. Ça n'aurait pas eu lieu. Et de même que les revendications qu'on demande, on ne les obtiendra que si on continue à bloquer, que si on continue à mettre la pression. Et c'est ce qu'on va faire. Et vous comprenez ce sentiment pardon, et encore une fois, c'est pas une façon de minimiser ce qui se passe à Gaza, mais cette impression qu'il y a chez toute une partie de la communauté étudiante d'un deux poids deux mesures dans les réactions. Ce qui vaut aussi d'ailleurs pour les politiques, et c'est des questions qu'on pose régulièrement à ceux qui viennent sur ces plateaux, de deux poids deux mesures qu'il y a dans l'indignation entre les massacres qui ont été commis le 7 octobre et la situation aussi horrible soit-elle à Gaza aujourd'hui. Est-ce que vous entendez, on vous entend, pardon, quasiment jamais parler de ce qui s'est passé le 7 octobre, quasiment jamais parler de la libération des otages, au point encore une fois que tout à l'heure ceux qui faisaient le sit-in qualifiaient de perturbateurs ceux qui arrivaient avec des pancartes avec les photos des otages retenus à Gaza. Comprenez
que cette question se pose. Mais alors, je sais pas qui vous désignez par le vous. En tout cas, moi, en tant qu'étudiant de Sciences Po, qui comme plein d'autres sont mobilisés, eh bien, je peux vous dire qu'évidemment, attendez, la réponse. nous condamnons évidemment l'antisémitisme, nous condamnons évidemment les actes terroristes 7 octobre, nous condamnons que les otages soient retenus. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si on veut qu'il y ait une solution durable qui s'installe, eh bien, il faut qu'on avance vers la solution à 2 États. Il faut qu'on reconnaisse un cessez-le-feu au plus vite. Il faut qu'on protège les populations à Gaza. Nous, on n'est pas ambigu. Moi, je suis pas ambigu. Je sais pas à qui vous faites allusion, mais en tout cas, à Sciences Po, les étudiants qui se mobilisent. Et moi, je suis pas un représentant, je suis juste un étudiant parmi d'autres. Vous appartenez à aucune association? Non. Pas mobilisé là-dessus. Quentin Coton, vous souhaitez ajouter un mot? Intervenir une dernière fois, j'ai d'autres obligations, je vais devoir vous quitter. C'était concernant l'examen éthique lié aux entreprises qui financent Sciences Po. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Je sais en tout cas que par exemple il y avait Thales qui était présent, une entreprise d'armement, pour recruter ses futurs cadres. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Je vous écoute et on va voir ensemble. C'est un comité d'éthique et donc c'est des règles très précises. Qu'est-ce que vous allez intégrer dans ces règles pour dire qu'Israël n'aura plus droit finalement voix au chapitre dans les discussions institutionnelles qu'on a? Première question. Deuxième chose sur la Russie. La Russie, je suis désolé de vous contredire, mais les arrêts d'accord entre la Russie et Sciences Po n'ont pas été immédiats. Ça a mis un peu de temps d'abord et c'est pas du tout lié à une volonté propre de Sciences Po, mais lié au contexte diplomatique qui faisait qu'on ne pouvait plus avoir de relations avec ces institutions. D'ailleurs, à ce moment-là, les étudiants en Russie ont été rapatriés en France, de même pour l'Ukraine, et les étudiants russes en France ont eu quelques difficultés pour rentrer chez eux aussi. Donc vous pouvez pas tout comparer non plus et dire la Russie ça a été fait alors que c'est pas du tout dans le même contexte. Mais toujours est-il qu'en tout cas les comités d'éthique dont vous parlez, ils sont apparemment pas suffisants puisque des entreprises et des universités qui enfreignent le droit international continuent à être partenaires de Sciences Po. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait des réunions entre la direction et des chercheurs. Parce que Sciences Po se sert d'enseignement et de débat. Alors pourquoi on ne peut pas participer ces gens-là? Ensuite, seconde chose, sur la Russie, s'il y a eu une réaction aussi rapide, comment vous expliquez que 7 mois après, il n'y a pas eu de mesures prises pour protéger les... C'est ce que je viens de vous dire, ça a mis quelques temps avec la Russie, première chose. Deuxième chose, c'est lié au contexte diplomatique. Vous pouvez pas comparer ce qui est incomparable, on n'a pas du tout les mêmes relations diplomatiques là, et c'est pas du tout le même contexte. J'ai une précision, vous dites monsieur Lenoir que vous n'êtes membre d'aucune association, vous êtes membre toutefois de Comité Palestine, non? Le comité Palestine, c'est un comité informel qui rassemble énormément d'étudiants. On n'y est pas membre. On en fait partie de le moment où on s'en J'ai répondu à Benjamin que vous n'étiez pas membre d'une organisation. Je ne suis pas membre du comité Palestine. Je vous ai dit en arrivant que j'étais au blocage et que j'étais à l'occupation. J'ai pas caché grand chose. Mais il n'y a pas besoin aujourd'hui d'être encarté pour être choqué par Par exemple, vous êtes choqué par le slogan de la rivière à la mer, la Palestine sera libre? Alors ça, il faut évidemment que les Palestiniens soient libres de la rivière à la mer, dans un État binational ou dans 2 États. Ça, c'est pas moi qui vais trancher cette question. Vous comprenez bien que le sous-entendu de ce slogan, c'est une façon de nier l'existence de l'État d'Israël. Je pense pas du tout que ce soit ça l'objet du slogan. Non. Ah bon? Non. Quand on explique que de la rivière à la mer, mais évidemment qu'il faut que les Palestiniens soient libres en Israël et en Palestine. La rivière et la mer, alors entre le Jourdain et la mer. Eh bien, par exemple, Prima Hassan a proposé la solution de 2 États, un État il y a soit un État binational, soit 2 États. Prima Hassan défend un État unique. Bien sûr, mais sauf qu'elle reconnaît qu'une étape vers cet État unique, eh bien, c'est d'abord qu'il y a la reconnaissance d'un État palestinien. Et effectivement, s'il y a un État binational qui reconnaît les mêmes droits pour les Palestiniens et les Juifs, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas en Israël, eh bien, les Palestiniens seront libres de la rivière à la mer. De même, s'il y a 2 États et que Israël cesse sa politique d'apartheid, alors les Palestiniens seront libres de la rivière à la mer. On veut pas faire partir les Juifs de là où ils sont. On veut pas dégager les Israéliens. C'est n'importe quoi, ces accusations. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre ensemble en paix et au risque qu'il empêche, c'est le gouvernement de revoir les partenariats avec l'université de Jérusalem, l'université de Tel Aviv. Ça devrait être ce qui risque d'empêcher des étudiants de ces universités de venir faire leurs études à Sciences Po. Mais aujourd'hui, ce qui empêche, c'est qu'il n'y a plus d'université à Gaza parce qu'ils ont tout été bombardés. Donc, ce qui empêche les échanges universitaires au Moyen-Orient, c'est pas ça. Donc, vous voyez bien dans la rhétorique, quand on parle des universités en Israël, de répondre sur université à Gaza. C'était pas ce sur quoi je vous interrogeais. Mais bon, je vois que la question vous gêne, dont acte. Mais pas du tout. J'ai répondu. Bon, on va retourner sur le terrain, retrouver David Hunal. David, on le rappelle donc, la préfecture de police de Paris a donné l'ordre d'évacuer la voie publique. Qu'en est-il? On n'a pas l'impression que ce soit le cas pour l'instant. Non, vous avez toujours cette ligne, vous voyez, de policiers de la compagnie d'intervention qui étaient intervenus tout à l'heure pour séparer 2 groupes qui sont donc toujours présents. On ne voit plus, nous, à l'endroit où nous nous trouvons, au coin de la rue, les CRS au bout, mais on voit fréquemment passer quelques véhicules de police avec des gyrophares, et donc on imagine que tout ça est en train de se préparer. Ça se prépare aussi du côté des personnes qui se trouvent devant Sciences Po. Il y a vous savez, du sérum physiologique qui a été distribué
distribué. C'est le sérum qu'on se met dans les yeux pour se protéger un peu du gaz lacrymogène, ou en tout cas quand on a reçu du gaz pour que ça pique beaucoup moins. Donc on s'attend ici quand même aussi à une évacuation. L'information est parvenue, mais ces personnes, elles ne comptent absolument pas quitter cette rue. Vous voyez cette ambiance festive, vous voyez l'orchestre qui est arrivé au milieu de la rue. Ça fait à peu près 2 heures maintenant qu'il y a cet orchestre, qu'il y a ces militants qui chantent, mais on a quand même des personnes qui sont déterminées. Certaines étaient allées au contact tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont encore, au moment où je vous parle, habillées complètement en noir, cagoulées, qui se sont montrées très déterminées tout à l'heure. Donc voilà, pour le moment ici, c'est un peu le statu quo. On attend, les policiers sont toujours présents avec ces lignes que vous voyez. La première et une autre au coin de la rue. Il y a un petit peu d'agitation au coin de la rue, mais pour le moment, il n'y a pas d'évacuation ici et les personnes continuent à chanter et à scander des slogans. Merci David, merci pour ces précisions. Samuel Lejoyeux nous a rejoint, président de l'Union des étudiants juifs de France. Votre réaction déjà quand vous voyez ces images, le campus de Sciences Po, pardonnez-moi, qui est bloqué depuis hier soir. Comment vous réagissez-vous? Comment je réagis? Ma première réaction quand je vois un blocus, quand je vois des images d'une mobilisation pro-palestinienne, à première vue, ça me choque pas. Par contre, il y a quelque chose qui me choque beaucoup. C'est quand je vois que cette mobilisation, elle a en partie pour but d'importer ce qui s'est passé à Columbia. Ce qui s'est passé à Columbia, et il y a des postes communs entre le comité Palestine Sciences Po et les étudiants de Columbia. Ce qui s'est passé à Columbia, c'était des émeutes antisémites. Quand je vois que c'est ça le modèle, ça m'effraie. Ensuite, je vois que parmi les revendications, je passerai sur les accusations de génocide, vous en avez parlé, sur la volonté d'un boycott total d'Israël. Mais je vois aussi qu'il y a une volonté d'annuler toutes les sanctions, toutes les procédures disciplinaires contre des étudiants pro-palestiniens. Moi, ce matin, pendant qu'il y avait ce blocus, j'accompagnais une étudiante victime d'antisémitisme dans le cadre d'un mouvement pro-palestinien qui était auditionné par la police après avoir porté plainte. Oui, il y a eu des actes antisémites dans les universités. Ça, c'était pas à Sciences Po ce que vous décrivez. C'était aussi à Sciences Po le 12 mars. C'est parce pas que moi, l'étudiante dont vous parlez, ouais. Moi, ce que je vois quand même, c'est que c'est exactement au moment où la commission de discipline, à propos des actes du 12 mars, va aboutir, qu'on nous dit il faut aucune sanction, alors que pendant des mois, nous avons été traités de manipulateurs. Moi, je dis qu'il y a une pression qui veut être mise sur les étudiants juifs, encore une fois. Il y a la France Insoumise, un parti politique qui va instrumentaliser cette cause palestinienne à des fins d'agitation. Et quand on est là, en train de chercher absolument des complices d'un génocide, alors c'est Sciences Po, c'est le directeur de Sciences Po, c'est les étudiants juifs, tout le monde devient complice de génocide, c'est une accusation grave. Nous, on a toujours été dans le dialogue. Hier soir, j'étais à une soirée Salam Shalom Salut pour la paix à Lille. Nous sommes le camp de la paix. On n'a jamais défendu une quelconque politique génocidaire, mais parce que nous sommes juifs, nous sommes toujours pointés du doigt comme génocidaires. Hier soir à Sciences Po. Mais vous comprenez les revendications de ceux qui disent qu'il faut défendre à tout prix ces Palestiniens, ces Gazaouis qui meurent sous les bombes de Tsahal. Je comprends absolument le fait de vouloir défendre la cause palestinienne. Je préférerais, je rêverais que ce soit fait dans une optique de paix, dans une optique de vouloir défendre l'ensemble des populations civiles, que ce soit couplé avec aussi une dénonciation ferme et absolue de l'organisation terroriste qu'est le Hamas, qu'il y ait des réactions quand le Hamas salue la mobilisation étudiante dans les universités américaines. Je rêverais que les étudiants en France qui soutiennent la cause palestinienne disent nous sommes horrifiés d'être soutenus par le Hamas, par exemple. Je rêverais de tout ça parce que ça, c'est mes valeurs. Donc oui, la cause palestinienne en soi, elle me dérange pas. Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est elle vous dérange pas, et même vous soutenez les Gazaouis qui évidemment, évidemment, nous on soutient. Enfin, comment ne pas soutenir une population civile qui est dans la situation qui est celle des Gazaouis? Par ailleurs, la meilleure façon de soutenir, évidemment, c'est de faire en sorte que le régime qui est au pouvoir. Pour le cessez-le-feu. Je suis pour
évidemment. Alors, on est pour l'arrêt de la guerre, bien sûr. Est-ce que vous êtes pour le cessez-le-feu aujourd'hui? Je suis pour la libération des otages. Je suis pour le démantèlement du Hamas qui est en train de se faire une image aussi d'organisation politique et surtout en France. Mais vous n'êtes pas pour vous n'êtes pas pour le cessez-le-feu. C'est moi, excusez-moi. La France et les États-Unis demandent un cessez-le-feu. Quelle est votre position? Moi là-dessus, j'ai pas particulièrement de position géopolitique. Moi, je suis pour le dialogue en France. Je peux avoir un avis, on peut en débattre avec plaisir. Là, j'ai été invité. Non, mais moi, je suis pour, en tout cas, que les combats s'arrêtent, évidemment, partout dans le monde. Pourquoi vous dites pas que vous êtes pour un cessez-le-feu? Je comprends pas. Parce que j'ai un peu de mal avec l'idée qu'on demande un cessez-le-feu sans demander la condition qu'il y ait la libération des otages aux mains du Hamas et sans le qu'on dise... cessez-le-feu est lié à la libération des otages. Évidemment, Il faut qu'il y ait cessez-le-feu. Et inversement. Alors pourquoi vous ne demandez pas? C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je demande la libération des otages. Mais et évidemment, avec la libération des otages, il y aura un cessez-le-feu. Évidemment. Je pense que vraiment, il y a quelque chose dans la demande d'un cessez-le-feu, alors même qu'on a, et encore des Français, et pas seulement, qu'on a des enfants qui sont retenus par une organisation terroriste, de dire cessez-le-feu, alors même que le Hamas refuse les demandes de cessez-le-feu. Enfin, tous les pays européens et les États-Unis demandent un cessez-le-feu et la France en premier. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est formidable. Je rêve de ça. C'est formidable. On peut avoir des avis divergents sur le conflit israélo-palestinien. On nous dit on peut pas débattre du conflit israélo-palestinien. Eh ben si, on vient de le faire. On vient de le faire. Quand on est dans une dynamique de débat, sans doute, a priori, on n'est pas d'accord. On n'est pas de tout. Mais je sais. Non, mais c'est ça le sujet en fait. Ce qui vient de se passer, c'est le sujet. Ce qui vient de se passer parce qu'on a souvent tendance à dire ah, ce sujet est tellement sensible qu'on peut pas en débattre. Mais bien sûr que si. A priori, là, on a un désaccord, manifestement. Eh ben, on en débat. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous avez une explication sur cette polarisation du débat aux États-Unis, par exemple, qui fait qu'à Columbia, effectivement, il y a eu des actes antisémites. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ce conflit cristallise à ce point les oppositions et en particulier que la jeunesse américaine, en tout cas pour une part, soit aussi engagée comme l'est une petite partie de la jeunesse étudiante française? Parce que ce que vous faites, c'est que vous me posez une question sur mon avis sur un élément de ce conflit. Ça n'arrive jamais dans les facs, que ce soit aux États-Unis, mais par ailleurs de la part de ceux qui organisent ce blocus en France. Répondez-moi. Je vous réponds exactement. Ce que je vous dis, c'est que à partir du moment, moi, quand je mets un pied sur un campus, quand un étudiant juif qui s'affirme comme tel met un pied sur un campus et voit des personnes qui sont aujourd'hui, qui font partie de ces organisations, etc., on est traité de complice de génocide. Donc à partir du moment où il y a cette accusation de complice de génocide, j'ai envie de dire, le débat, il est pas possible. Et encore une fois, voilà, c'est pas nous qui refusons le débat. Moi, j'ai jamais refusé le débat. Est-ce que ça, c'est vraiment le cas? Non, c'est pas le cas. En fait, il y a beaucoup de juifs aussi qui sont choqués par ce qui se passe à Gaza et qui s'engagent avec nous. Il y a un collectif qui s'appelle SELEC, de juifs décoloniaux, qui sont dans notre combat. Aujourd'hui, au blocage, à l'occupation, il y avait aussi des juifs. Vous essayez de polariser ça pour attiser la haine, mais vous n'espérez que ça. Mais en fait, ce n'est pas la situation. La situation, c'est qu'il y a des personnes humanistes, quelle que soit leur confession, qui s'engagent pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, qui appellent clairement à cesser le feu et la libération des otages, ce qui n'est pas votre cas. Vous appelez à la libération des otages? Mais les étudiants de Sciences Po appellent à la libération des otages. Qui n'appelle pas à moi, je ne représente personne. Vous appelez à la libération des otages? Nous, on appelle à la fin des victimes civiles. On est capable de dénoncer ça aussi. Et pourquoi vous refusez toujours les minutes de silence pour les victimes du 7 octobre? Pourquoi vous ne dites pas clairement il faut des sanctions contre les auteurs d'actes antisémites dans le cadre des manifestations pro-palestiniennes, ce qui n'est pas pareil que de dire il ne faut pas de voix pro-palestinienne. Vous agitez des faits antisémites qui n'ont pas été avérés. Il y a un témoignage de quelqu'un qui aurait entendu une insulte contre une étudiante. On parle de ce qui s'est passé le 12 mars, visiblement. Il y avait cette journée de mobilisation, je rappelle pour les téléspectateurs, pour la Palestine. Et selon l'association étudiante de l'Union juive de France, quelqu'un aurait dit ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste, qui a été démentie par le camp pro-palestinien. Oui, et par l'intéressée elle-même qui a dit qu'elle n'avait pas entendu elle-même cela et que quelqu'un lui avait dit après. C'est faux, elle l'a pas démenti. Elle l'a pas démenti. Vous le savez très bien, c'est faux. Je vous arrête un instant parce qu'on voit les images de Dominique Rizet, ils sont en train de mettre leur casque, les CRS et les forces de l'ordre. On a vu un homme qui est passé, de dos rapidement, mais qui doit être un officier, un commissaire, qui a donné des consignes. Vous voyez ici les compagnies de sécurité de la
préfectures de police qui sont en train de s'équiper, casque, bouclier. Donc ça veut dire que ça va bouger et que l'intervention va avoir lieu dans les instants qui suivent, avec des consignes qui vont être données aux manifestants de s'en aller, de se disperser. On avait un message tout à l'heure de Pauline Revenat, du chef du service police-justice de BFM, qui avec Véronique Fèvre, donc du service éducation, qui nous disait que le recteur de l'administrateur provisoire de Sciences Po est en train de discuter avec une dizaine d'étudiants qui sont encore dans Sciences Po pour leur demander de partir dans le calme. L'idée étant évidemment de privilégier le dialogue au maximum. Bon, c'est ce que vont faire aussi les policiers, c'est pas toujours facile. Je vous entendais, Hubert, dire tout à l'heure, malgré la répression, c'est un peu violent parce que même si on vous demande de partir, même si on vous le demande avec fermeté, même si on vous fait partir, la répression, c'est un mot qui me choque en France, parce que je me suis quand même pas mal baladé, ça fait 42 ans que je fais des reportages dans le monde entier, avant d'arriver à BFM, me poser sur ce plateau pour plus en bouger. Mais la répression, c'est pas ça, quoi. La répression, c'est tellement violent dans certains pays. On va dire qu'ici, je préfère que vous disiez, vous l'avez dit après, bon, on nous envoie les CRS. Ça, c'est une phrase qu'on peut entendre. Mais la répression, c'est autre chose. Mais cet après-midi, il y a eu des tentatives vous êtes de négociation. Vous êtes écouté par des jeunes et leur dire des mots pareils, c'est les alerter sur ce qui se passe, qui est assez grave en France, parce que cet après-midi, il y a eu des négociations et la direction n'a pas voulu aller dans ce sens-là. Elle a menacé des étudiants, je cite, de retirer des diplômes et de sanctionner, de suspension les étudiants. C'est ça la nature des négociations qui ont lieu cet après-midi. Mais ça concerne pas que les policiers quand vous dites répression. Mais non, parce que la répression, elle est menée à la fois par la direction qui envoie les policiers ensuite, mais qui est menée en amont avec la menace de sanctions disciplinaires. D'accord. Et ça, il faut le dénoncer. Mais on n'est pas dans un pays répressif quand même, pas encore. Alors préservons cela et alertons quand il y a des répressions comme ça qui se passent. Alors faisons attention aux mots, vous êtes écoutés par les jeunes, c'est important. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui que révèle ce qui se passe à Sciences Po, comme ce qui se passe à Columbia, à Harvard et dans toutes les grandes universités américaines. C'est la préservation du free speech, c'est-à-dire la capacité de parler librement sur les campus, quelles que soient les positions. Et aux États-Unis, on est bien placé puisque on peut tout dire, à condition de le dire sans violence. Et aujourd'hui, le free speech, la liberté de parole, n'est plus respectée dans beaucoup de campus américains, en particulier sur la question israélo-palestinienne et le drame de Gaza. Et la question qui est posée à Sciences Po, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la libre parole est possible? Est-ce que des étudiants juifs qui sont, par exemple, pro-israéliens et qui condamnent le Hamas et qui le disent ouvertement, peuvent s'exprimer ou pas sur le campus de Sciences Po? Et inversement, est-ce que ceux qui défendent la cause palestinienne et qui demandent la création de l'État peuvent-ils s'exprimer librement? Donc c'est un enjeu majeur parce qu'on voit bien que ça cristallise les passions et que ça peut même devenir violent. Aux États-Unis, beaucoup de campus ont été évacués dans les derniers jours. Il y a eu plus de 400 arrestations. Ça provoque un débat fondamental pour la société américaine qui est pourtant à la liberté d'expression la plus grande. Et à Sciences Po, j'aimerais bien demander à notre étudiant ici ce qu'il en pense. Est-ce que, oui ou non, et c'est ça, je crois, l'enjeu fondamental pour ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'un étudiant qui n'est pas d'accord avec vous peut s'exprimer librement? Est-ce qu'une étudiante juive peut aller dans un amphi sans être menacée? Est-ce qu'une étudiante qui soit sioniste ou pas sioniste, est-ce qu'elle peut arriver dans un campus sans être insultée? On a vu des actes au cours des dernières semaines qui démontraient le contraire. Quelle est votre position? Alors justement, il y a eu beaucoup de conférences organisées par diverses associations, dont l'UJF, qui se sont tenues à Sciences Po. Donc oui, c'est encore possible. En revanche, ce que je rajouterais peut-être, c'est que la liberté d'expression demande aussi un contexte d'apaisement, de protection. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'administration n'a rien fait pour lutter contre l'islamophobie et le racisme qui se développent dans l'université. Et donc, si on veut lutter contre l'antisémitisme, il faut aussi lutter contre le racisme et l'islamophobie. Si on veut garantir un climat propice au dialogue, alors il faut aussi que les étudiants soient protégés. Aujourd'hui, les étudiants qui se mobilisent pour la Palestine, ensuite ils sont cyberharcelés. Leurs photos, leurs têtes sont affichées dans sur des sites internet d'extrême droite. Et ils sont harcelés. Donc ça, c'est pas normal. Donc il faut qu'il y ait de la protection et qu'il y ait du calme. Et ça, la direction ne le permet pas pour l'instant. Oui, tout le monde peut s'exprimer, mais il faut qu'on s'attache à garantir ce contexte-là. Comment vous pouvez dire que tout le monde peut s'exprimer quand le 12 mars, à Sciences Po, une étudiante juive est empêchée, il y a une tentative d'empêchement
de la faire rentrer dans un amphithéâtre au motif qu'elle est sioniste et qu'il faut que l'administration vienne pour pouvoir la faire rentrer. Mais c'est ça le sujet. Et moi, j'irais plus loin que la liberté d'expression. La question, c'est la liberté même d'étudier sereinement. C'est la liberté académique. Quand on est dans une telle atmosphère, quand on est ciblé, pas pour ces raisons de ses opinions politiques, encore une fois. Simplement parce qu'on est juif. Simplement parce qu'on est juif. Quand on est ciblé, simplement parce qu'on est juif. Qu'on doit, c'est-à-dire répondre d'une accusation de complicité de génocide. Mais c'est-à-dire quoi? Demain, on va devoir répondre d'une accusation de est-ce que pour créer le pain juif, on a vidé du sang de bébé? C'était ça à un moment. Les fake news antisémites, on connaît, ça a jalonné malheureusement l'histoire de l'humanité. Et hier soir, il y avait à Sciences Po Arlette Testiller, une rescapée de la Shoah qui faisait une conférence. Elle a dû être évacuée en catimini avec une sécurité parce qu'elle avait peur. Je pense que quand une rescapée de la Shoah doit être évacuée avec des appariteurs. L'UEJF organisait un témoignage d'Arlette Testiller, rescapée notamment du Veldiv, à Sciences Po. La rencontre s'est déroulée. Mais c'est mal déroulé? Non, la rencontre elle s'est bien déroulée. Dans l'université, elle s'est très bien déroulée. Dans l'université, elle s'est bien déroulée. Simplement, à la fin de la conférence, il a fallu qu'elle soit escortée. Pourquoi? Parce que il y a une atmosphère qui est créée par ces manifestations. Quand à un moment tous les étudiants juifs sont pointés du doigt, on nous crie tout le temps fasciste sioniste. Mais là, c'est pas le cas. Vous essentialisez l'étudiante juive qui n'a pas pu rentrer. Ce n'était pas parce qu'elle était juive ni même pour ses positions politiques. C'est parce qu'elle avait mis en danger des militants en les prenant en photo dans les précédents rassemblements. C'est faux. Et ce n'est pas sur la base de la religion. Vous avez tort d'essentialiser. Ce n'est pas sur la base des opinions politiques. C'est sur la base de la protection pour garantir un contexte qui permet à chacun de s'exprimer. La justice. Donc cessez d'essentialiser. Tout le monde s'exprime à Sciences Po, tant mieux. Et préservons cela en luttant contre le racisme, l'islamophobie et évidemment l'antisémitisme. C'est extraordinaire quand même. On voit et je trouve que c'est intéressant que voilà. En tout cas, les victimes d'antisémitisme, c'est les seuls qui n'ont pas le droit à être défendus par principe quand on est progressiste, manifestement. Ça me pose un très gros problème. Moi, en tant qu'antiraciste, quand quelqu'un me dit qu'il est victime de racisme, d'homophobie, de sexisme, d'antisémitisme, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie de commencer par dire il ment. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais nous non plus. On a laissé l'enquête et on a vu que personne ne pouvait attester son témoignage. L'enquête administrative, elle va donner ses résultats. Arrêtez vos accusations et laissez l'enquête suivre son cours qui démontrera qu'il ne s'est rien passé dans Arrêtez de la traiter de menteuse alors. Mais elle a dit elle-même qu'elle n'avait pas entendu cela. Il est regrettable qu'elle ait changé sa version. On mesure bien justement le débat qui est essentiel. On voit qu'il n'y a absolument pas de compromis possible et ça explique, je dirais, le durcissement du mouvement aux États-Unis et les conséquences politiques. Je le rappelle quand même, le président des États-Unis voit une partie de son électorat lui échapper, qui ne veut plus voter démocrate et qui risque ainsi de compromettre sa réélection. Donc ça va très très loin. Parce que Biden ne demande pas assez. Parce que Biden est accusé de ne pas avoir finalement fait suffisamment pression pour Israël pour empêcher que la guerre ne se poursuive et pour qu'un cessez-le-feu ait lieu. Et on voit qu'en France, le débat est polarisé de la même manière. Pour l'instant, il est à Sciences Po, mais on voit bien que pour les autorités françaises, il y a un enjeu, je dirais, de stabilité dans les universités et de calme et de capacité de laisser la parole s'exprimer et le droit à l'éducation pour tout le monde, quelles que soient les opinions politiques. C'est un débat extrêmement important parce qu'il touche évidemment au conflit de Gaza, mais aussi tout simplement au modèle universitaire aux États-Unis comme en France. Je me permets. Et après, on va retourner voir David Lunel sur le terrain. Une seconde, parce que je n'arrête pas de débattre du conflit israélo-palestinien. Moi, personnellement, j'en débat toujours. Je dis juste, c'est pas la question de ne pas pouvoir débattre du conflit israélo-palestinien. La question, c'est qu'il y a une infime minorité d'étudiants, quelques dizaines représentatifs de rien du tout, sur 13 000 étudiants à Sciences Po, qui, par les accusations permanentes contre des étudiants juifs et la négation d'une certaine forme d'antisémitisme générée par la radicalité de leurs propos, et avec le soutien, et c'est ça qui est absolument malheureux,
avec le soutien de la France Insoumise, qui empêche toute possibilité de débat. Mais la possibilité de débattre sur le conflit israélo-palestinien, mais moi j'y passe mes journées, encore une fois, à Lille hier, une soirée Salam Shalom Salut, avec de nombreuses organisations à Lille, et on a débattu, et y compris du conflit israélo-palestinien, et j'étais pas d'accord, et encore heureux, je passe beaucoup de moments avec des gens avec qui je suis pas d'accord sur le conflit israélo-palestinien, je milite avec, et je peux militer avec des gens contre le racisme et l'antisémitisme, avec des gens qui sont pas d'accord avec moi sur le conflit israélo-palestinien. Mais visiblement, c'est pas tout à fait ce qui se passe, malheureusement. Avec une infime minorité d'étudiants. Le dialogue a l'air assez compliqué. La journée a donc été agitée du côté de Sciences Po Paris. Depuis la nuit dernière, des étudiants bloquaient les locaux de l'institution. Ils demandaient à la direction de prendre position sur le conflit au Proche-Orient. À l'extérieur du bâtiment se trouvaient d'autres étudiants accompagnés de militants pro-palestiniens. David Hunal, vous êtes sur place pour BFM TV. Finalement, un accord a été trouvé ce soir. Exactement, parce qu'un communiqué de la direction de Sciences Po a satisfait ses étudiants sur certains points, notamment sur l'abandon de poursuites disciplinaires, de sanctions disciplinaires sur certaines dates contre des étudiants. Alors, ce que nous disent les étudiants, c'est qu'ils ne sont pas encore totalement satisfaits. Il y a eu des promesses faites par la direction, notamment de réunions, donc ils attendent de voir ce que cela va donner. Dans cette rue, retour au calme, vous voyez l'entrée de Sciences Po, ici, avec toujours ces drapeaux à la fois imprimés à la fois en haut, drapeau de la Palestine. Voyez, il y a plusieurs images qui avaient été posées ici, plusieurs photos. Ce qu'on peut vous dire donc, c'est qu'il y a encore une présence policière dans la rue. On imagine pour éviter encore qu'il y ait des personnes qui reviennent, mais cette rue elle a retrouvé son calme. C'était pas tout à fait le cas toute la journée, parce qu'il y a eu ici plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes. Il y a eu une confrontation entre un groupe qui est venu et certaines personnes qui étaient ici, ce qui a nécessité l'intervention des policiers pour dégager le groupe qui était venu, pour l'emmener beaucoup plus loin. Et puis ensuite intervention de la compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris et des CRS pour encercler les personnes ici, avec des sommations qui avaient été faites. Et finalement, comme cet accord a été trouvé, ce communiqué de presse de la direction a été envoyé, ce communiqué tout court d'ailleurs, de la direction a été envoyé, eh bien les personnes qui étaient à l'intérieur sont sorties. Et donc ce soir, il n'y a plus personne dans ce... Il n'y a plus personne dehors non plus. Merci beaucoup David Hunal avec Marjorie Marcillac. Avec moi ce soir, Hubert Launois. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes étudiant à Sciences Po Paris et vous êtes membre du comité Palestine. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication Atlantico.fr. Bonsoir Jean-Sébastien. Et Serge Faubert, journaliste et fondateur de Pure Politique. Bonsoir. Serge. Hubert, vous êtes satisfait ce soir ? Alors, nous, on pense que c'est une première victoire, mais on appelle surtout à massifier, à élargir le mouvement à d'autres facs. On pense que les étudiants doivent se mobiliser sur leur lieu d'études, parce que l'objectif reste le même, la Palestine libre. Et donc c'est une première victoire ce soir, c'est une première avancée, mais la mobilisation continue. Certes, l'occupation a cessé, mais nous, on continue à se mobiliser pour dénoncer les violations du droit international commises par Israël. Donc vous ne bloquez plus Sciences Po Paris ? Qu'est-ce qui se passe ce week-end et la semaine prochaine ? Est-ce qu'il y a de nouvelles mobilisations dans la rue, devant les locaux, ou est-ce que ça va se délocaliser en province finalement ? Alors, on est en train d'organiser la mobilisation pour que ça se répande à d'autres facs. Nous, on s'est beaucoup mobilisé aujourd'hui. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à embarquer aussi les autres étudiants qui sont déjà mobilisés et qu'on se mobilise sur nos lieux d'études. Ensuite, on attend de voir ce que va donner le town hall, ce que donnait la réunion qu'a demandé la direction. On espère que ressortira de cette réunion l'arrêt des partenariats avec les entreprises et les universités complices de violations au droit international. Et on espère également que l'université condamnera ce qui se passe à Gaza et qu'on pourra avancer en ce sens. Alors on va regarder ce que la direction de Sciences Po, ce à quoi elle s'engage. Elle s'engage donc à organiser un débat interne ouvert à toutes les communautés de Sciences Po. Elle s'engage à suspendre des procédures disciplinaires lancées contre certains manifestants depuis le 17 avril. Par exemple, l'arrêt des poursuites contre les étudiants qui ont occupé le site mercredi. Et en échange, donc, les étudiants s'engagent à ne plus perturber les cours, les examens et les activités de l'institution. Quel regard vous portez sur cette journée, Jean-Sébastien Ferjou, qui se termine donc par cet accord ? Mais c'est pas tant la journée que ce qui est dit en réalité que je trouve intéressant, parce que des mouvements étudiants, ça a toujours existé. Défendre la cause palestinienne, c'est évidemment totalement légitime, mais il y a manière et manière de le faire. Et moi, ce que je trouve choquant parfois, c'est précisément la manière
dont c'est fait. Parce que c'est une chose que de défendre les Palestiniens, c'en est une autre que de constater la tragédie que vivent les civils à Gaza. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'imputer les responsabilités exclusives de ce que vivent les Palestiniens à Israël. Est-ce que, précisément, il y a une pression qui est exercée sur le Hamas? Est-ce que les étudiants de Sciences Po qui se mobilisent tentent de faire pression sur le Qatar? Le Qatar est aussi impliqué dans les négociations, notamment pour les libérations d'otages, me semble-t-il. Est-ce que les étudiants de Sciences Po mobilisés pour les Palestiniens essayent de faire pression sur la République islamique d'Iran? Parce que c'est la réduction de la situation qui me paraît choquante. Ce n'est pas en soi le fait de se mobiliser, encore une fois, pour la cause palestinienne, c'est la manière dont c'est dit. Et Rima Hassan, quand elle appelle à un soulèvement, mais un soulèvement contre quoi? Nous sommes en France, nous ne sommes ni en Israël, ni à Gaza. Contre quoi veut-elle se soulever? J'ai bien vu qu'elle avait sorti son Larousse pour donner la définition du mot soulèvement. Enfin, ça me paraît quand même très peu républicain. Serge Faubert. Oui, moi j'ai un peu de mal à comprendre la rupture avec les universités israéliennes, où se concentrent quand même beaucoup d'opposants à la politique de Netanyahou. Et beaucoup d'Arabes israéliens d'ailleurs aussi. C'est quand même, s'il y a un lieu de contestation en Israël, et de la guerre, et de la politique suivie par Netanyahou, c'est bien l'université. Donc c'est un peu contre-productif de votre point de vue. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit, là, c'est Palestine libre. Qu'est-ce que vous entendez par Palestine libre? Parce que c'est une chose, et je vous rejoins là-dessus, de demander le cessez-le-feu, d'arrêter tout de suite les massacres, c'est clair. Mais Palestine libre, je ne sais pas, chacun a une définition assez extensive de ça. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Alors pour ce qui est de la Palestine libre, nous on est d'accord avec ce que propose notamment Rima Hassan, c'est-à-dire la création d'un État national palestinien comme première étape, en vue d'avoir un État binational par la suite. Donc ça, pour nous, ce serait une première étape. Mais avant ça, évidemment, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu. Et ensuite, sur la question des universités que vous évoquez, effectivement, certaines universités israéliennes sont aujourd'hui des bastions pour le progressisme contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Mais vous pensez à quelles universités, pardon? Il y a des universités, par exemple, qui ont créé des partenariats avec l'armée pour des questions de design, etc. Ça, c'est inacceptable. En fait, laquelle? Alors, Sciences Po est partenaire avec 4 universités en Israël. Il y a notamment l'université de Tel Aviv, l'université de Jérusalem, l'université de Reichmann et l'université de Ben Gurion. Il faudrait que soient examinées les positions que tiennent certains universitaires dans ces universités, puisque les universités israéliennes sont aussi des lieux de fabrique des armes idéologiques qui justifient puis mettent en place l'apartheid et le génocide. Et on ne demande pas le boycott, on demande l'examen des partenariats. S'il y a des constats de violation du droit international dans ces partenariats, alors il faut les rompre. Et Israël est le seul État où les universités israéliennes sont le seul État avec lequel Sciences Po a des accords. Parce qu'on vous entend vous intéresser exclusivement à cette cause-là et jamais à d'autres. Ça donne un peu l'impression quand même que c'est le caractère juif de l'État israélien qui vous dérange. Alors peut-être ce que vous soulignez effectivement, c'est que Sciences Po a déjà par le passé rompu des relations avec des universités à l'étranger. C'était notamment le cas après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sciences Po avait en 48 heures peut-être rompu les relations avec les universités russes, ce qui est une bonne chose. Maintenant, nous, on constate un 2 poids 2 mesures et on voudrait également que soient examinés les partenariats de Sciences Po où il y a des possibles violations du droit international. Je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Sébastien Ferjou. Est-ce que c'est le caractère juif des universités qui vous dérange? Alors pas du tout, puisque même nous, dans nos rangs, à la mobilisation ce matin, il y avait beaucoup d'étudiants juifs, d'étudiants qui étaient là quand même. Il y avait aussi un collectif qui s'appelle Tzedek, de juifs décoloniaux. Donc on les remercie d'avoir été là, comme Attac, comme Solidaire, comme d'autres. Et donc c'est pas du tout la question de la judéité ou même de l'opinion politique. C'est la question, c'est est-ce que eux aussi veulent s'engager dans une démarche de cessez-le-feu? Et en tout cas, il y a beaucoup d'étudiants juifs qui ont manifesté avec nous, qui étaient mobilisés. Donc évidemment, on lutte contre l'antisémitisme, l'islamophobie et le racisme, et surtout pour un cessez-le-feu et la libération de la Palestine. On va écouter quelques étudiants qui étaient mobilisés aujourd'hui donc devant Sciences Po Paris. Écoutez. On espère que ça va se propager au-delà de Sciences Po, dans toutes les universités de France et surtout au-delà des universités. Ce qui se passe aux États-Unis, maintenant en Australie, on continue et on espère que ça va prendre aussi ici en France, parce que le monde universitaire a réellement un rôle à jouer dans ce qui est en train de se passer en Palestine et dans le génocide en cours. Bonsoir Michel Fize, merci d'être avec nous, vous êtes sociologue. Est-ce que ce mouvement peut se propager au-delà de Sciences Po Paris ? Vous savez, les jeunes se sont toujours levés pour la défense de grandes causes. La cause climatique aujourd'hui, la cause humanitaire, dont la cause palestinienne est un exemple avec l'attaque massive sur le territoire de Gaza. Ce qui pose d'ailleurs une question de fond. Répond-on à un acte criminel grave
commis donc le 7 octobre contre Israël par une opération de destruction massive, ce qui est le cas malheureusement aujourd'hui à Gaza. Alors, la cause palestinienne est ancienne, donc elle prend évidemment une dimension nouvelle avec cet affrontement entre Israël et le Hamas. Les voies de la révolution sont toujours impénétrables. Hein. On ne sait jamais quand un mouvement étudiant démarre vers quoi il va aller. Bon, il est évident que on a une minorité qui est déterminée. Comme dans toutes ces situations, hein, j'entendais beaucoup mettre en question le fait qu'il ne s'agissait que d'une minorité, quelque part donc soupçonnée d'être dans l'illégitimité, mais bon, tous les mouvements de protestation ont été le fait de minorités agissantes. Donc on a effectivement à Sciences Po, ce que j'appelle d'ailleurs des travailleurs du savoir, hein, qui ont obtenu avec leurs organisations de défense, comme le ferait n'importe quel syndicat de salariés, un accord qui va probablement atténuer la situation à Paris. Alors maintenant, c'est vrai que des mouvements sont en cours pour mobiliser d'autres écoles Sciences Po et d'autres universités. Donc on va voir. Alors on va regarder d'ailleurs les mots utilisés dans le communiqué approuvé ce soir par les étudiants de Sciences Po, communiqué rédigé aux alentours de 21h30 partout en France, sur tous les campus universitaires. Nous vous appelons donc à nous rejoindre dans cette lutte pour la paix, pacifique mais déterminée. Mobilisons-nous partout pour demander haut et fort le cessez-le-feu à Gaza. Voilà pour les mots du communiqué. Et est-ce que ça peut prendre de l'ampleur, Jean-Sébastien, ce mouvement ? Si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, on serait tenté de vous répondre que oui. Après, c'est quand même intéressant de constater qu'il y a souvent une différence. Il y a plus de gens mobilisés dans les premières années parce que vous avez plus de temps. Je me souviens de la scolarité à Sciences Po, qu'une fois que vous êtes en master et que vous avez des stages, etc., là, les gens, en général, deviennent un peu moins mobilisés. Oui, parce qu'on voit bien que l'extrême gauche, de toute façon, ou la gauche radicale, essaye de structurer son combat politique autour de ça. La France Insoumise a pris Rima Hassan comme candidate, donc on voit bien qu'ils essaient de faire de cette cause-là et d'importer finalement une vision très communautariste de la société française. Parce que, encore une fois, moi je comprends parfaitement, et c'est totalement légitime qu'on défende la cause des Palestiniens, mais il y a manière et manière de le faire. Et là, c'est une manière qui ne s'inscrit pas tout simplement, en réalité, dans la tradition républicaine française. Et j'entendais un étudiant de Sciences Po tout à l'heure qui employait le mot de génocide. Il y a eu une interview de la présidente de la Cour de justice internationale qui était faite par la BBC et elle dément totalement la rhétorique employée par les Insoumis ou par bon nombre des manifestants qui étaient à Sciences Po en disant jamais la Cour pénale internationale n'a reconnu la plausibilité d'un génocide à Gaza. La Cour pénale internationale a reconnu le droit pour les Palestiniens d'être défendus, a reconnu la validité de la requête sud-africaine, mais en quelque sorte d'un point de vue technique, elle était recevable. Jamais la Cour pénale internationale n'a dit qu'il y avait plausibilité de génocide en cours. Ça ne change rien à la tragédie que vivent les Palestiniens. Et ça n'est pas que mépriser les chiffres. Vous savez, il y a eu plus d'1 million de morts dans la guerre Iran-Irak. Est-ce qu'on a dit que c'était un génocide ? Un génocide, ça ne se détermine pas par le nombre de morts dans l'absolu, ça se détermine par rapport à l'intention de détruire un peuple. Moi, dans ce conflit-là, quand j'entends qui veut détruire un peuple, j'entends le Hamas qui veut détruire un peuple. J'entends Khaled Meshal, qui est l'un des dirigeants du Hamas, qui disait que derrière ce fameux projet d'État uninational, se cachait en réalité une volonté d'éliminer les Juifs de la terre israélienne. Je trouve ça quand même très étonnant. Je veux bien croire qu'un certain nombre d'étudiants n'aient pas ça en tête, qu'ils se fassent avoir par les stratégies des uns et des autres, mais c'est quand même la rhétorique du Hamas. Vous vous faites avoir, Hubert Lenoy ? Non, je pense que là, il y a plutôt un exemple de mauvaise foi qui justifie assez souvent l'aveuglement contre lequel nous, les jeunes, on lutte. On peut peut-être dire qu'il y a un mois tout pile, il y a la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la Palestine, Madame Francesca Albanese, qui a écrit un rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide. On peut aussi dire que dès le 18 octobre 2023, 800 spécialistes du droit international ont écrit une tribune dans le Monde. Vous êtes capable de penser par vous-même qu'est-ce qu'un génocide ? La matérialité du génocide qui est à Gaza, c'est d'abord les méthodes qui sont employées. Il y a un blocus pour affamer la population, donc pour tuer de manière non discriminée. Il y a ensuite, vous savez qu'il y a une frontière avec l'Égypte. Il y a ensuite des bombardements sur les civils. Il y a une rhétorique qui est employée pour déshumaniser les civils. Donc, pour déshumaniser les civils gazaouis. Donc, il y a tout un tas de faits qui montrent ça, et également des prises de position très courageuses, notamment de l'Institut Lemkin, pareil, qui dit que nous pensons que la situation en Palestine constitue un génocide. Est-ce que ce qui constitue un génocide en premier lieu, ça n'est pas la volonté de détruire un peuple dans son ensemble ? Serge Faubert, on vous écoute. Il y a quand même un clivage qui demeure, et c'est pour ça que
moi j'ai quelques doutes sur l'extension de ce mouvement. C'est que une partie de la société française se souvient qu'il y a quand même eu le 7 octobre et que sur la nature du Hamas, il y a quand même une espèce de silence. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Moi, je suis pour arrêter immédiatement les bombardements à Gaza et un cessez-le-feu. Très bien, alors réclamer un cessez-le-feu. Mais on aimerait bien aussi vous entendre et vous mobiliser contre un mouvement qui quand même renvoie les femmes au Moyen-Âge et contre les homosexuels, contre la démocratie et qui a tué, liquidé les élus palestiniens du Fatah. Ça, on vous entend jamais parler de ça. Hubert Lenoir, chacun son tour s'il vous plaît. Vous amalgamez simplement le Hamas et la population palestinienne et c'est une façon très commode finalement de parler de ce qu'ils subissent. Ensuite, ce que vivent les Palestiniens ne date pas du 7 octobre. Il y a 75 ans de colonisation que Israël fait subir à la population palestinienne. Finalement, ce qu'on connaît depuis le 7 octobre, les 33 000 victimes civiles, c'est juste l'aboutissement de ça. C'est juste la poursuite génocidaire de ce projet-là. Pas du tout, c'est la rhétorique des Nations Unies et des personnes qui font du droit international. Reconnu en droit international sur les moyens d'action. Sur les moyens d'action, moi je peux comprendre que certains soient choqués que finalement on aille contre le règlement de Sciences Po, etc. et qu'on fasse des infractions à certaines règles. Maintenant, est-ce que ces infractions-là aux règles de la vie scolaire, elles sont pas justifiées par l'infraction plus grave au droit international que constituent les massacres comme Israël? Donc votre deux poids deux mesures, il est assez insupportable. Et contre l'aveuglement, nous on choisit de s'engager. Deux poids deux mesures, Sciences Po a des relations avec le Qatar, Sciences Po a même des relations financières assez lourdes avec le Qatar. Je pense que personne ne doute de ce qu'est l'idéologie du Qatar. Le Qatar d'ailleurs héberge les leaders du Hamas, le Qatar, et promeut l'idéologie des frères musulmans. Mais là, ça ne vous pose pas de problème. Vous avez l'impression que c'est plus démocratique? Nous, on propose justement que soient réexaminées les universités, les entreprises avec lesquelles Sciences Po est partenaire. Donc, si vous avez ça vous intéresse, vous pourrez toujours venir au Town Hall. Curieusement. Et nous, on s'engage depuis longtemps sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on espère qu'à l'échelle de notre université, ça a avancé et ça avancera. Et la lutte continue jusqu'à la libération de la Palestine. On va écouter, s'il vous plaît, quelques réactions politiques. D'abord, celle de Jean-Luc Mélenchon. Il est en déplacement à l'étranger. Aujourd'hui, il était en déplacement. Il a adressé son soutien aux étudiants par message radio et sur le réseau social X. La jeunesse de Sciences Po est l'honneur de notre pays face au génocide, écrit-il, l'image la plus forte que nous pouvons donner. Son de cloche un peu différent du côté de Raphaël Glucksmann, tête de liste aux européennes. On l'écoute, il était l'invité de BFM TV. Fasse preuve de solidarité à l'égard des Palestiniens, qu'on montre le rejet des crimes qui sont commis à Gaza, c'est naturel, c'est même digne et c'est noble. Après, dans quelle atmosphère on le fait? Et est-ce qu'on est inclusif? Est-ce qu'on tolère le débat? Est-ce qu'on est capable d'organiser des discussions avec ceux qui ne partagent pas le point de vue? Et jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Et donc, on a un problème. Et la direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer. Serge, est-ce que cette affaire peut gêner la campagne de certains candidats aux européennes? Non, moi je pense que aujourd'hui la France insoumise a choisi de mettre la Palestine au cœur de sa campagne. On regardait bien ce soir, il y avait Thomas Porte, Clémence Guettet, Éric Coquerel. Oui, il y avait 5 députés de la France Hassan est venue elle-même. D'ailleurs, elle est tellement omniprésente dans cette campagne qu'on a l'impression que c'est elle maintenant la tête de liste de LFI. C'est un peu curieux comme stratégie, mais bon, c'est celle de la France insoumise, elle est respectable. C'est le soir du 9 juin, on verra si cette stratégie paye. Est-ce qu'elle peut gêner? Non, parce que pour l'instant, le mouvement reste circonscrit quand même à Sciences Po. Ce serait autre chose si la question palestinienne embrasait l'ensemble des facultés françaises, parce qu'à ce moment-là, le pouvoir politique, et à commencer par Emmanuel Macron, serait obligé d'avoir des actes forts en direction d'Israël. C'est pas le cas aujourd'hui, donc ça reste un mouvement qui d'ailleurs est très circonscrit pardon de le dire, mais dans un établissement d'enseignement supérieur qui est pas parmi les plus déshérités de France. Je vous en fais pas grief d'être à Sciences Po. C'est pas un argument, ça, monsieur. Et c'est pas un argument, si, quand même, parce que ça témoigne. Moi, je suis très étonné de pas voir dans certains nombres de quartiers populaires une mobilisation pour la Palestine aussi, comme chez vous. Il y en a aussi. Et nous, notre école met en valeur l'engagement. Et donc, c'est pour ça qu'on s'engage et que notre mobilisation, elle a payé et qu'on a obtenu une première victoire. Mais c'est aussi, moi je suis d'accord avec ce que disait Serge Faubert, parce que bien sûr qu'on peut se mobiliser, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle on appartient, et encore une fois, la défense des Palestiniens est une cause éminemment légitime, mais en sciences politiques, ça s'appelle les croyances de luxe. Vous savez, c'est qu'avant, il y avait des gens qui, pour se distinguer, portaient des sacs de marque, par exemple. Maintenant, ça a été établi, il y a un certain nombre de politologues américains qui ont travaillé dessus, il faut afficher ces croyances-là.
Et celle-là en particulier, là, je voyais cette semaine, les Nations Unies ont alerté sur le fait qu'il y avait entre 500 000 et 1 million de personnes qui risquent de mourir de faim à très court terme au Soudan. Entre 500 000 et 1 million de personnes. Vous en avez entendu parler ? Non. Vous en avez entendu parler par les étudiants de Sciences Po qui se sont tellement préoccupés par le sort du reste de la planète. Entre 500 000 et 1 million de personnes, et le pays au monde à l'heure actuelle où il y a le plus de réfugiés, et ça dépasse de très loin le nombre de réfugiés. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser ce qui se passe à Gaza est une tragédie. Ça n'est pas la question. La question est de dire comment est-ce que nous en parlons. En quelle mesure, d'ailleurs, le fait que les universités... bien sûr que si, j'en parle, évidemment. Nous sommes tous en train d'en parler. Et cet argument-là, il est d'une mauvaise foi absolue. Parce que moi, je ne vous entends pas parler sur le fait qu'il y ait des étudiants juifs, voire des professeurs aussi de confession juive à Sciences Po, qui se sentent mal à l'aise à cause d'étudiants comme vous. Ils n'osent même pas le dire en public. Jean-Sébastien, on va aller aux États-Unis puisque notre correspondant nous attend sur place. On va voir comment ça se passe là-bas. Les revendications des étudiants français à Sciences Po font effectivement écho aux contestations qui agitent plusieurs prestigieux campus américains. Benoît Ballet, vous êtes sur place. Quelle est l'ampleur du mouvement aux États-Unis ? L'ampleur, elle est vraiment nationale aux États-Unis. Alors, l'épicentre, vraiment, c'est cette université Columbia à New York où, la semaine dernière, on a commencé à voir des étudiants qui installaient leurs tentes au milieu du campus. Et puis, il y a eu une forme de contestation parce que l'université a tenté de les en déloger avec l'aide de la police de New York et n'y est pas parvenue. Et finalement, en fait, cette université est devenue un exemple pour les autres. Et donc, ce mouvement a gagné, s'est vraiment propagé tout autour des États-Unis. À Boston, on peut citer également Chicago, on peut citer Los Angeles en Californie, Austin au Texas, Atlanta en Géorgie. Et donc, cela fait plusieurs jours que il y a dans la presse nationale des mentions d'universités donc et de campements d'étudiants qui manifestent. Les revendications sont peu ou prou les mêmes qu'en France. Les étudiants ici qui manifestent demandent à leurs universités de se séparer d'éventuels investisseurs qui auraient des liens avec Israël et plus largement, eh bien, d'appeler à un cessez-le-feu, d'appeler à davantage de livraison d'aide humanitaire à Gaza, d'appeler à la fin de cette offensive israélienne sur Gaza. Il y a une telle ampleur que, eh bien, ça a forcé la Maison-Blanche à réagir. Joe Biden était à New York aujourd'hui, alors il ne s'est pas directement rendu à l'université Columbia, ce n'était pas à son agenda, mais la Maison-Blanche a expliqué, Joe Biden par ses conseillers ont déclaré que le président était attentif à cette situation, à ce moment douloureux du pays et que, eh bien, il veillait à ce que, eh bien, les étudiants puissent s'exprimer, puissent avoir le droit à la parole de façon non discriminatoire. Évidemment, le rival républicain de Joe Biden, Donald Trump, l'ancien président républicain, candidat à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra dans un peu plus de 6 mois, le 5 novembre, n'a pas manqué de réagir. Lui non plus, il a fait porter le chapeau. D'après lui, c'est Joe Biden qui est responsable de ce climat qu'il qualifie de haineux dans les universités. Donald Trump qui a même comparé la situation actuelle plus dangereuse selon lui qu'une manifestation de suprémacistes blancs en 2017 en Virginie à Charlottesville, des suprémacistes blancs qui avaient manifesté et dans une manifestation qui avait résulté, qui avait fait un mort. Donc une situation extrêmement tendue aujourd'hui aux États-Unis avec la totalité du pays qui est concernée par ces protestations dans les campus des universités. Sciences Po et Columbia, même combat ou pas ? Bien sûr. C'est le même combat d'une jeunesse humaniste, engagée, un combat pacifique, mais un combat déterminé. Et donc on sait qu'on n'est pas seul, on est aussi présent, il y a des militants dans d'autres facs, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et on est déterminé, on ira jusqu'au bout de façon pacifique. Mais est-ce que ça vous choque quand à Columbia, un professeur juif est contraint Alors, évidemment que c'est choquant et que nous condamnons l'antisémitisme, qu'on condamne le Hamas, qu'on condamne le terrorisme, mais le fait qu'on condamne ces horreurs-là n'arrête pas notre lutte humaniste, notre lutte contre le racisme. Et en fait, c'est un petit peu gênant quand le seul argument qu'on a à nous opposer, c'est d'associer ça au terrorisme, d'associer notre lutte humaniste au terrorisme, à l'extrémisme, finalement, parce que c'est le seul argument que vous avez, et c'est une façon aussi de criminaliser les personnes qui se mobilisent pour la Palestine. Donc je trouve que c'est assez ridicule quand même. On va aller rejoindre Ziad Medouk. Vous êtes professeur de français dans les universités de Gaza. Est-ce que vous avez écho, là où vous êtes, à Gaza, de ces manifestations, à la fois aux États-Unis et en France ?
Bonsoir, merci pour l'invitation. Bien sûr, la population de Gaza, horrifiée, isolée, abandonnée après 7 mois de cette offensive terrible contre la population civile, elle a beaucoup apprécié ce mouvement des universités américaines, françaises, basques, qui ont demandé donc le cessez-le-feu. Donc c'est un mouvement humaniste. Les Palestiniens qui sont un peu abandonnés par le reste du monde, par le monde officiel, parce qu'après 7 mois de la famine, notamment dans le nord de la bande de Gaza, et l'isolement et l'agression et les bombardements qui ont fait plus de 34 000 morts et presque 80 000 blessés, les Palestiniens, donc ils ont un peu espoir avec ce mouvement pacifique, avec ce mouvement humaniste, des étudiants, des jeunes qui demandent avant tout l'application du droit international et surtout qui réclament la justice en Palestine et la paix dans cette région, donc abandonnée par la guerre et par la poursuite des bombardements israéliens contre les civils de Gaza. Est-ce que vous pensez que ces mouvements peuvent faire bouger les choses ? Bien sûr, c'est une prise de conscience, donc, parce que, comme je viens de dire, le reste du monde, le monde officiel, les États-Unis, l'Europe, la Ligue arabe, il n'a pas mis pression jusqu'à maintenant, une vraie pression contre le gouvernement israélien pour arrêter donc les bombardements. C'est pour cela, pour nous, c'est un espoir pour les Palestiniens qui sont isolés, que cette prise de conscience par surtout des jeunes, une jeune génération de 20 à 24 ans, qui sont en train de manifester pacifiquement contre l'injustice. Et je pense que pour les Palestiniens et Gaza, c'est un élément très important. Et les Palestiniens apprécient toujours des mouvements de solidarité partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci Ziad Medhouk d'avoir été avec nous. Un mot, Serge, peut-être sur ces mouvements à la fois en France et aux États-Unis ? Je crois qu'il y a un mimétisme certain, qu'il y a un phénomène d'imitation. En revanche, il y a juste une chose qui me choque, qui me surprend. Alors ne relancez pas trop les débats parce qu'on est sur la fin. Je relance pas. C'est simplement qu'il n'y a pas d'interpellation de la classe politique française sur cette question. Vous pourriez demander par exemple la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous adressez à la direction de Sciences Po, mais pas au pouvoir politique. C'est étonnant. On a demandé aussi. Jean-Sébastien Ferjou. Juste un mot, moi je pensais à un autre pays où les gens se mobilisent, où il y a eu des manifestations à propos de ce conflit-là, et dans un pays où on risque beaucoup à le faire, et je pensais là à l'Iran. Parce qu'il y a des manifestations depuis 2 ans en Iran du peuple iranien qui voudrait que le régime des Mollahs cesse de financer le Hamas et cesse de financer le Hezbollah. Il y a beaucoup d'Iraniens qui ont eu le courage, dans des stades notamment, de dire qu'ils n'étaient absolument pas en soutien de la politique anti-israélienne de leur gouvernement. Et donc je pense que si les Iraniens arrivent à le comprendre, ou que d'autres dans le monde arabe arrivent à le comprendre, arrivent à comprendre la complexité de cette situation-là, parce qu'encore une fois, moi, j'écoute avec beaucoup d'émotion, en quelque sorte, ce que nous décrivait le professeur de français à Gaza, ce sentiment d'abandon, mais je le comprends, bien sûr que c'est encore une fois une tragédie absolue. Mais quand vous dites qu'on cherche à criminaliser le soutien aux Palestiniens, c'est une escroquerie intellectuelle, monsieur. C'est une escroquerie intellectuelle. Personne ne cherche à criminaliser le soutien au peuple palestinien. On cherche, en revanche, à peut-être faire en sorte qu'il soit possible de faire entendre plusieurs voix. Encore une fois, Israël porte certainement beaucoup de responsabilités dans ce conflit, mais considérer que Israël seulement emporterait, pas le Hamas, pas la République islamique d'Iran, c'est ridicule. Allez, on a encore quelques minutes, Hubert Lenoy. Oui, bien sûr, une petite réponse simplement, parce que vous avez beaucoup d'idées de pays en fait pour lesquels on pourrait s'engager, mais vous, je ne sais pas forcément ce que vous faites. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas notre prof. Et nous, on est jeunes, on a une conscience humaniste, et on s'engage aujourd'hui pour ce qui se passe en Palestine. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche. Les jeunes dans les années 30 ont souvent été fascistes. Donc je vais vous laisser vous énerver comme ça. Je pense que vous desservez plutôt votre discours. Tristan Cabello, je voulais vous faire réagir à ce que nous disait toujours tout à l'heure Ziad Medhouk, le professeur de français à Gaza, qui nous disait on espère que ces mouvements, on espère que ça va faire bouger les choses. Et par ailleurs, on se sent abandonné par les officiels. Est-ce que ces mouvements sont vraiment de nature à faire bouger les choses ? Alors, aux États-Unis, en fait, les mouvements se focalisent vraiment sur les États-Unis, et donc c'est ça qui est très important de rappeler. Les étudiants, en fait, veulent le désinvestissement des universités, des entreprises d'armement. Donc, en fait, ce mouvement-là, il est vraiment tout à fait local. Bien sûr, il est en support à Gaza, en soutien à Gaza, mais ce que les étudiants demandent, c'est vraiment quelque chose de leur vie quotidienne et très local, en fait. Merci beaucoup, Tristan
Cabello. Un mot, Hubert Launois, donc ce qui se profile dans les prochaines journées, ce week-end, calme du côté de Sciences Po? Alors, ce qui se profile, c'est nous, on va continuer à travailler calmement, pacifiquement, mais de façon déterminée, à massifier et élargir ce mouvement. On est déjà en contact avec les autres étudiants dans les autres facs et on va travailler ensemble pour que, tous ensemble, on s'engage sur nos lieux d'études et qu'on demande un cessez-le-feu et la libération du peuple palestinien. La lutte continue et l'histoire sera le juge, mais nous, on est déterminés. Jean-Sébastien. J'espère bien que les Palestiniens, effectivement, trouveront une solution juste sur le fait d'être le représentant des jeunes. Alors certes, je suis beaucoup moins jeune que mon voisin d'à côté, ça m'est égal d'assumer d'être un boomer. Je voyais juste il y a un sondage Harris Interactive qui montrait que 7% des Français évoquaient la Palestine comme motivation de vote. Ça n'est que 10% chez les moins de 24 ans. C'est la 19e préoccupation des Français, la 18e préoccupation des Français de moins de 24 ans. Donc je ne crois pas que vous soyez les jeunes. Vous êtes un jeune, vous êtes engagé et c'est parfaitement légitime et respectable. Encore une fois, on peut aborder ce conflit-là et défendre les Palestiniens autrement que la manière dont vous le faites.